Donc pour parler de cette question, donc le financement des équipements, prévention des risques, nous sommes avec Marie Vercotrenne, qui est directrice adjointe de la direction du soutien aux artistes, aux entreprises et aux projets, chargée des entreprises et des projets d'entreprise au CNM. Nous sommes avec Mylène Huard, qui est consultante et qui accompagne le CNM sur une aide dont on va beaucoup parler. Et puis Christophe Debré, qui est contrôleur sécurité CRAMIF. On va donc parler de prévention des risques et donc on va parler de QVCT, qualité de vie et des conditions de travail également. Une question qui est une question à fort enjeu au final, puisqu'il y a eu 2 tables rondes consacrées à la question d'attractivité des métiers aujourd'hui. 2 tables rondes qui nous amenaient tous à la conclusion que oui, cette question de la qualité de vie et des conditions de travail était nécessaire pour redorer le blason peut-être un peu terni de nos métiers. Donc on va parler de financement de ces questions d'attractivité. Et donc on parle au final de levier d'attractivité. C'est au final ce dont on va parler. On va parler des aides disponibles et de celles qui ne tarderont pas à devenir disponibles. Et puis on va commencer avec Christophe Debré, qui est juste là, et qui est contrôleur sécurité pour la CRAMIF. Et alors déjà j'ai envie de vous demander si vous êtes inspecteur. Et quel est le lien au final avec le débat? Et pouvez-vous présenter à la fois votre métier et la CRAMIF pour débuter? Merci, bonjour. Donc effectivement, je suis Christophe Debray, contrôleur de sécurité à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, dans une direction qui s'appelle la Direction régionale des risques professionnels. Donc effectivement, je porte ce nom de contrôleur qui peut un peu faire peur, hein, notamment aux entreprises et aux chefs d'entreprise, car potentiellement, qui dit contrôle, dit derrière sanction, évidemment. Alors, pour expliquer déjà un petit peu quelle est notre mission, quelle est notre fonction, la CRAMIF a 3 missions principales. Une première mission qui va tourner autour de la tarification. Tous les employeurs, vous le savez sans doute, payent une cotisation sur le risque accident de travail, maladie professionnelle, qui est lié en fonction du nombre de salariés notamment, et aussi en fonction de la sinistralité qu'ils engendrent. C'est une première partie de mission, un service entier qui fait ça. Un deuxième service qui est le mien, qui est donc la prévention des risques professionnels, dont le métier va être d'aller au contact des entreprises, des salariés et des employeurs, dans le but bien évidemment de promouvoir en fait les politiques de prévention, dans le but de promouvoir et d'accompagner les employeurs à développer et à faire de la prévention, avec l'espoir bien sûr qu'au bout il n'y ait pas ou moins d'accidents de travail et que s'ils se produisent, ils soient moins graves. Même chose pour les maladies professionnelles. Et enfin, quand tous ces dispositifs-là n'ont pas fonctionné et que les salariés se retrouvent en situation que leur santé a été altérée finalement, on a un service qui s'appelle le service réparation, qui lui va être chargé de l'accompagnement de ces personnes qui ont eu à subir au cours de leur métier, dans le cadre de leur profession, qui ont eu des problématiques de santé, notamment en lien, vous l'aurez compris, donc avec des accidents et des maladies professionnelles. Donc voilà un petit peu les 3 phases. Et ma phase, donc moi, l'idée c'est d'intervenir avant que tout ça arrive, hein, que ces accidents arrivent. Et donc l'idée c'est d'aller au contact des chefs d'entreprise, soit parce qu'ils nous demandent, parce qu'ils se posent des questions, ils ont des projets, soit parce que des salariés attirent notre attention sur le fait qu'il y a des problématiques en lien avec la santé au travail, ou soit également, ça peut être 2 autres acteurs aussi qui nous sollicitent, que ces 2 acteurs peuvent être les services de santé au travail, ainsi que l'inspection du travail. Donc, en gros, voilà un petit peu les différents acteurs internes et externes qui peuvent nous solliciter sur ces questions de prévention des risques. Ces acteurs, c'est la façon, en fait, c'est de cette façon-là que vous rentrez dans les entreprises? Alors, je vais vous faire une réponse de Normand, oui, mais pas seulement. C'est-à-dire que nous aussi, en tant qu'assureurs, puisque nous sommes les assureurs des salariés sur le risque accident de travail maladie professionnelle, nous disposons bien évidemment de statistiques. Donc ces statistiques nous permettent de savoir, j'allais dire presque en temps à peu près réel, quelles sont les activités, quelles sont les entreprises dans lesquelles les salariés subissent particulièrement des accidents et des maladies professionnelles en lien avec leur activité.
Donc il y a certes des personnes qui à un moment nous disent venez voir chez nous, on aimerait échanger avec vous, mais il y a aussi nous, notre rôle d'assureur qui, sur la base de ces statistiques-là, allons décider de pousser telle ou telle porte parce que sur la base des chiffres qui nous remontent, on peut avoir une idée de là où les problématiques se trouvent. Mais avec plaisir. Alors dans le micro, parce que tout ça est enregistré. Sur la partie prévention des risques, est-ce que vous fonctionnez par typologie de métier et donc par typologie potentielle de risque? Comment vous fonctionnez? Je vais parler du fonctionnement de l'Île-de-France. En province, ça peut être un petit peu différent. Pour l'Île-de-France, nous sommes répartis déjà par secteur géographique. Donc vous allez retrouver une antenne départementale, donc pour chaque département de l'Île-de-France, qui va donc avoir une couverture géographique de sa zone. À l'intérieur de cette couverture géographique, on va avoir deux grandes spécialités, grosso modo, qui sont les agents, les contrôleurs, donc mes collègues qui interviennent uniquement sur le secteur du BTP, et les autres collègues dont je fais partie qui interviennent sur le secteur qu'on appelle chez nous le secteur de l'industrie et des services. En expliquant ça, vous nous dites que le secteur prioritaire et majoritaire en risque, c'est le BTP. Non, pas du tout. C'est-à-dire que comme c'est des métiers tout à fait différents, avec des techniques tout à fait différentes, des problématiques différentes, il a été décidé de scinder en fait cette approche en deux. Par contre, à l'intérieur de ces deux secteurs, de ces gros secteurs d'activité, on intervient, mes collègues et moi, sur tout type de risque. C'est-à-dire que moi, je suis un généraliste. On peut m'appeler pour des problématiques de bruit, pour des problématiques d'éclairage, pour des problématiques de RPS. Donc on est des généralistes, et après j'aurai l'occasion sans doute d'en reparler. On est là, si vous voulez, pour faire un premier survol de l'ensemble des risques, et après, éventuellement, on peut faire appel à des spécialistes qui vont venir un petit peu caractériser les premiers constats qu'on a pu faire en entreprise. Alors, est-ce qu'il y a des questions à cette étape ? De votre côté, Christophe, vous êtes spécialisé sur les questions du spectacle ou pas ? Alors, il se trouve que la CRAMIF d'Île-de-France, pour des raisons qu'on comprend bien, liées notamment à l'implantation des salles de spectacle notamment, a eu historiquement toujours une action envers le secteur. La grande difficulté, je ne vous apprendrai rien en vous disant ça, c'est qu'une grande partie de vos salariés, pour nous, en fait, sont invisibles. Notamment tous les intermittents du spectacle, on le sait, je ne vous apprendrai rien là encore, que c'est une population qui déclare peu les accidents du travail. Parce que se déclarer et avouer qu'on a eu un accident de travail, c'est potentiellement en fait s'empêcher de travailler pour la suite. Donc ça, c'est une première problématique. Ajouter à cette problématique que de fait, ce sont des salariés qui sont si mouvants. On va les retrouver un jour à Lille, le lendemain à Lyon et le surlendemain peut-être à Poitiers, quoi. Donc tout ça, ça rajoute encore des difficultés. La question, pardon ? Oui, pour le spectacle. Et donc, comme je le disais, oui, effectivement, de fait de l'implantation assez importante du nombre de salles de spectacle et de production en Île-de-France, on est quelques collègues qui aussi on a chacun des collègues des petites marottes comme ça, et nous, on est 2-3 collègues à bien aimer le spectacle, et donc à y aller volontiers quand on nous y invite notamment. Hein. On y va assez peu en poussant la porte de nous-mêmes, pour être très clair, parce que d'un point de vue des statistiques et d'un point de vue de la sinistralité, vous passez un petit peu au travers de nos radars. Néanmoins, dès qu'on identifie du doigt une problématique, ou dès qu'on veut bien travailler avec nous, parce que c'est une réalité aussi, on se met volontiers à disposition du secteur pour réfléchir avec lui et l'accompagner. Donc vous êtes effectivement un accompagnant. Vous pouvez nous donner peut-être un ou deux exemples de missions que vous avez conduites dans le domaine du spectacle, missions à Creditech notamment peut-être ? Alors, avec Creditech, on a un chantier qui est actuellement ouvert sur lequel on réfléchit beaucoup à ce qu'on appelle la maîtrise d'usage. C'est-à-dire que... Et d'un seul coup, je suis en train de me dire que je vais préciser ce que c'est Creditech. Désolé, Reditech, c'est l'association professionnelle des directeurs techniques qui rassemble les régisseurs généraux et les directeurs techniques. Désolé Christophe. Non, c'est important de le préciser. Donc effectivement, avec cette association, et je rajouterais aussi, puisqu'ils sont aussi dans la boucle, le service de santé Tali Santé, on réfléchit notamment à accompagner le personnel technique à la prise en compte, dès la conception des lieux de spectacle, à comment on pourrait intégrer la prévention dès la conception, ou à la conception d'un lieu neuf, ou à l'occasion de la rénovation d'un lieu déjà existant. Donc ça fait partie des pistes de travail. On intervient chaque fois que c'est possible aussi auprès d'autres institutions.
J'ai participé il y a quelque temps notamment à la rédaction d'un guide sur la problématique bruit dans le spectacle. Je participe à quelques commissions AFNOR sur le spectacle également. Donc voilà, chaque fois qu'on peut aussi faire un petit peu avancer la réflexion et vous accompagner aussi dans la théorisation des risques, on essaye de le faire. Mais on n'oublie pas quand même que ma mission première, moi, c'est d'aller au contact des salariés et d'aller constater sur le terrain, en fait, les risques auxquels sont exposés les salariés. Mon vrai cœur de métier, c'est bien celui-là, de participer à la prévention des risques et donc à la diminution de l'exposition aux risques professionnels. S'il n'y a pas de questions, donc pour ceux qui sont arrivés en cours de route, on prend les questions au fil de l'eau, parce qu'on est comme ça, nous. Concrètement, maintenant, si on rentre dans le détail des aides, Christophe, que la CRAMIF peut apporter. Alors, je dirais des aides qui s'articulent autour de 2 points principaux. Un premier axe qui va être de l'ordre de l'accompagnement technique. Je prends un exemple. On est dans un théâtre, on a un atelier de découpe de bois ou un atelier de décor. On se dit, tiens, ça fait longtemps qu'il existe, il serait bien de le rénover, et à l'occasion de cette rénovation, il serait bien peut-être d'améliorer les conditions de travail et diminuer les risques professionnels. Donc dès qu'on nous contacte avec ce type de projet, nous, on va réinterroger la salle, l'employeur, et on va l'aider à définir mieux son projet. On n'a pas de doute, il sait ce qu'il veut atteindre en termes d'objectifs, j'ai envie de dire opérationnels. Là-dessus, il n'a pas besoin de nous pour les définir. Par contre, nous l'accompagner à prendre en compte mieux la prévention des risques professionnels, là, on a une vraie carte à jouer. Je reprends mon exemple de l'atelier de découpe de bois. Ce qu'on va attendre d'un atelier de découpe de bois, évidemment, c'est d'avoir des machines qui fonctionnent et qui permettent de fabriquer un décor. Par contre, comment cet atelier-là, en plus de donner satisfaction d'un point de vue du résultat, va donner aussi satisfaction d'un point de vue de la protection des salariés, là-dessus, on peut intervenir. Donc ça, c'est un accompagnement technique. On va lui permettre aussi éventuellement de définir son besoin. Donc quelle commande finalement j'adresse à mon fournisseur, qu'est-ce que j'attends de lui, qu'est-ce que je lui commande, qu'est-ce que je lui demande. Et on va l'aider aussi à mettre sur papier quels sont les objectifs à atteindre en termes de prévention. Quand on parle de ventilation, derrière, forcément, il est question à un moment de choses très techniques, des vitesses d'air, des débits, etc. On va l'aider à formaliser sa demande pour que derrière, le professionnel qui va répondre à cette demande s'engage quelque part sur un résultat à atteindre. Donc ça va être aussi une garantie pour la personne qui va derrière investir dans ces équipements. Ça va être pour lui la garantie au final d'avoir des équipements qui vont lui être livrés, qui vont lui permettre à la fois d'atteindre son objectif en termes de production, de qualité, mais aussi en termes de prévention des risques. Donc ça, c'est l'accompagnement que je dirais technique. On peut avoir aussi un regard évidemment sur les devis qu'on nous fait passer. Alors évidemment pas sur les sommes, c'est parce que nous, c'est pas là-dessus qu'on est compétent, mais plus encore une fois sur la partie technique. Donc cet accompagnement technique est un peu la cerise sur le gâteau. Dans un certain nombre de projets, on peut être amené à mettre un peu d'argent sur la table aussi. Donc ça, c'est le volet qui peut être intéressant. Alors pour les petites entreprises en particulier, pour les moins de 50, les TPE, PME, on peut être amené à leur proposer des subventions. Je reprends toujours mon cas de la menuiserie, là. Si le chef d'entreprise est prêt à se poser des questions pour améliorer les conditions de travail et la santé de ses salariés, nous, on peut l'aider à définir son objectif en termes de santé et on peut mettre de l'argent pour qu'il atteigne son objectif. Donc concrètement, ça va être peut-être mettre un peu de sous pour l'aider à choisir telle machine plutôt que telle autre, ou alors à mettre en place tel dispositif plutôt que tel autre, parce que nous, on aura identifié que ce dispositif en question présenterait un intérêt de la point de vue de la santé. Et puis, ça va être l'occasion aussi de lui rappeler quelles sont les exigences, notamment d'un certain nombre de législations, dont le Code du travail, qui dit un certain nombre de choses aussi sur ces risques-là. On reviendra peut-être sur l'aide aux PME. Marie, vous avez assisté donc à la naissance du CNM, vous avez supervisé les aides exceptionnelles durant le Covid. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le CNM et son action? Tout à fait, ça fonctionne, c'est super. Bonjour, donc le Centre national de la musique, qui, comme son nom ne l'indique pas, couvre à la fois le champ de la musique et des variétés. Dans variété, on peut mettre l'humour, on peut mettre le patin sur glace, on peut mettre la magie, etc., etc.
créé en janvier 2020 de la fusion de 5 structures préexistantes dans le domaine de la musique et des variétés, dont notamment le Centre national des variétés, qui était déjà un établissement public et qui gérait donc la musique et les variétés, et le CNM, donc fusion de dispositifs avec un objectif à la fois de continuer les missions d'intérêt général telles qu'elles étaient portées par le CNV, mais également de soutenir la filière, pas forcément que au niveau sonnant et trébuchant, mais aussi par des formations, par de l'information. Et par tout l'accompagnement nécessaire pour nos acteurs. Par exemple, il y a des livres des éditions CNM qui sont présents sur la librairie de l'AS dans ce salon. Donc janvier 2020, super, nouvel établissement. On va aider à fond la filière grâce notamment à notre source de financement principale qui est la taxe sur la billetterie de spectacle, donc de musique et de variété. Et mars 2020, plus de billetterie, plus rien. Et donc l'État, et je dis bien l'État et pas forcément directement le ministère de la Culture parce que il y a des sommes qui sont passées directement par le Premier ministre. En fait, de 2020-2021, on était en fait la courroie de transmission de l'argent de l'État pour aider la filière. Donc on a mis en place plusieurs fonds, des fonds de sauvegarde, des fonds de relance, des fonds différents en fonction des typologies d'acteurs, donc la compensation de billetterie quand les salles étaient encore ouvertes, puis du soutien à la sauvegarde quand il y avait plus de spectacles, mais aussi les éditeurs qui avaient moins de spectacles, donc moins de droits d'auteur, enfin, etc., etc. Donc ça, c'est 2021. On a aussi accompagné la relance dès fin 21 et début 22. Et là, on essaye de reprendre, comme tout le monde, une activité normale et de continuer, enfin, et de développer un système d'aide pérenne au sens accompagnant la filière comme si on était presque revenu à l'état de 2019. Et on continue bien évidemment nos formations, l'information et l'observation. J'ai oublié l'observation qui est très importante aussi, des actions de l'établissement. Donc moi, je travaille dans la direction du soutien, avec le nom très long que Cyril vous mentionnait tout à l'heure. Et moi, je suis plutôt sur la partie entreprise et projets d'entreprise, c'est-à-dire toutes les aides dites transversales, donc plutôt tous les sujets transition écologique, transition numérique, innovation, égalité femmes-hommes, etc., etc. Et les sujets d'entreprise directement, puisqu'on continue à soutenir des entreprises dans leur transformation. Donc là, on est sur du soutien à la liasse fiscale. Enfin, on demande les liasses fiscales et c'est ça qu'on regarde pour voir si l'entreprise, en fonction de son développement, nécessite un soutien. Et on aide aussi les projets de lieux au sens festival et salles de spectacle. Les salles de spectacle, on les aide de 3 façons. On les aide sur un soutien à la diffusion. Donc là, on est sur la programmation avec un dispositif assez simple de je prends un pourcentage des sommes consacrées à l'émergence et on va dire aux artistes de développement middle et on donne un pourcentage des dépenses. Donc ça, c'est l'aide à la diffusion. Et on aide au niveau de l'équipement des salles sur 2 volets. Un volet création de salles et un volet équipement, mise en conformité des salles de spectacle qui couvre plein de champs, mais qui sont globalement toujours autour des notions. Alors, la mise en conformité, c'est tous les sujets de mise en conformité, mais par exemple, sur la création de salles, on va plutôt aider tout ce qui est scénique, c'est-à-dire son, lumière, console. On va vraiment être sur tout ce qui se passe sur scène. Et depuis quelques années, notamment en lien avec les travaux du CNM, mais aussi avec en fait les changements d'endroits où regarde la filière, on se pose de plus en plus la question de l'expérience spectateur, mais au sens expérience usager en fait. Et quand je parle d'usager, je parle aussi de l'artiste et du technicien.
sur comment on peut améliorer cet accueil de la salle. Donc ça passe par la qualité sonore, par la législation sonore évidemment, mais ça passe aussi par la qualité d'accès, etc., etc. Mais après, peut-être j'ai été déjà trop loin par rapport à ton plan. Non, pas du tout. J'allais même poser la question, si on centre sur la prévention des risques, il y a 3 types d'aides globalement qui sont susceptibles de rentrer dans ce cadre-là. Comme vous l'avez dit, l'aide au lieu, l'aide à la mise en conformité, les aides transversales. Est-ce que vous pouvez prendre quelques exemples de projets aidés à cet endroit-là ? Très honnêtement, alors sur les aides transversales, ou pas, hein, sur la mise en conformité. Alors sur les aides transversales, on va pas être sur de la mise en conformité. On va plutôt, je vais prendre l'exemple de égalité femmes-hommes. On va plutôt, c'est notre commission qui s'appelle égalité femmes-hommes, mais là où par exemple des lumières et un chemin lumineux qui pourrait permettre d'accéder à une salle et pas forcément pris en compte dans la commission équipement des salles, va pouvoir être prise en compte dans la commission égalité femmes-hommes sur la question de la prévention des violences sexistes et sexuelles. Voilà, c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir trouver cela. Mais clairement, sur la prévention des risques, on va plutôt être sur d'autres volets, donc en commission équipement. Et à ce stade, moi, j'ai regardé les aides qu'on avait pu faire et les argumentaires déposés par les lieux. Le sujet est pris en compte dans le dispositif CNM, mais ce n'est pas spécifiquement sur ce sujet que les lieux viennent nous solliciter. Ils vont venir nous solliciter sur d'autres sujets. Après, je vais me tourner vers Mylène, qui a été présidente de cette commission à l'époque du CNV. Et peut-être qu'à l'époque du CNV, elle a des souvenirs de soutien qui auraient pu intervenir sur ces volets-là. Et moi, là, quand j'ai regardé les soutiens des deux dernières années, on est plutôt... on est plutôt sur équipement vidéo, changement de lumière, remontée de la scène, fauteuil, changement du parc de fauteuils. C'est pas forcément des devis qu'on reçoit et qui sont intégrés aux demandes d'aide, même si pour le coup le dispositif est écrit comme pouvant prendre en charge ces sujets-là. Et est-ce qu'il avait été pensé pour ça à la base ? C'est-à-dire que moi, quand je lis mise en conformité, j'ai plutôt une impression de... Je me dis plutôt, à l'origine, l'aide devait viser cet enjeu-là. Alors, la mise en conformité, très honnêtement, on était plutôt sur la question d'accessibilité, de sécurité incendie, de sûreté. C'est des dispositifs, faut pas oublier, je vous refais pas l'article de ce que vous avez tous traversé et dans ce qu'on a tous traversé depuis 2015. Très honnêtement, en 2016, la question, ça a été la sécurité. Enfin, vous voyez, on n'est plus sur ces sujets-là. Et là, on est sur les questions de législation sonore. Qui sont finalement pris en compte, pareil, de manière assez légère, je trouve, dans les argumentaires et dans les sujets. On est quand même toujours un peu sur majoritairement son et lumière. Mais Mylène, vraiment, si tu veux compléter, n'hésite pas, s'il te plaît. Mais justement, on va passer la parole à Mylène, qui accompagne donc le CNM dans la mise en place d'un plan d'aide à la transition des lieux. C'est un plan qui a une approche innovante et une forte ambition et qui, pour le compte, croise vraiment cette question de la prévention des risques. Oui, effectivement, Marie vous a parlé de la commission d'aide pérenne à l'équipement et à l'aménagement des salles de spectacle. Et puis peut-être pour compléter ce que tu disais, il n'y a pas écrit d'objectif ni en éligibilité ni en appréciation que l'investissement doit améliorer la qualité de vie au travail. Pour autant, dans les argumentaires des porteurs de projets, mais aussi il y a des membres de la commission, je ne sais plus combien il y en a, 18 membres de la commission, ce sont souvent, on peut renvoyer souvent des porteurs de projets en disant non mais revoyez ça parce que là sur l'accroche il faudrait quand même mieux vérifier ce point-là, etc. Donc on va dire que c'est plutôt latent, mais effectivement c'est pas le titre de l'aide. Donc ça c'est une commission d'aide qui existait déjà
déjà à l'époque du CNV, qui s'est pérennisé lors du CNM et qui durera encore longtemps. Nous, aujourd'hui, avec Marie, j'ai rejoint les équipes pour accompagner une enveloppe spécifique sur laquelle on a commencé à travailler, à faire un temps de préfiguration. On est encore dans ce temps de préfiguration, mais on vient vous présenter un peu où va et comment a été réfléchie cette aide. Donc, c'est une enveloppe de 30 millions d'euros qui a été votée par le conseil d'administration du CNM dans l'objectif d'écrire un programme pluriannuel de soutien à l'investissement des lieux qui vise à soutenir les investissements engagés par les lieux. Cette fois-ci, on parle bien des salles et des festivals, qui a pour grands objectifs la performance écologique, la sûreté, la sécurité sanitaire, la gestion sonore et l'expérience spectateur. C'est un fonds qui pourrait être territorialisé, abondé par des collectivités territoriales ou tout autre partenaire financier. C'est ce sur quoi on travaille en ce moment. La CRAMIF peut-être ? Peut-être la CRAMIF, effectivement. Alors, pour peut-être déjà vous parler des conclusions sur ce point, il pourrait être abondé, mais il pourrait surtout être totalement orchestré. Et effectivement, réfléchir à ce plan, c'est aussi réfléchir à d'autres sources de financement. Et on croise vraiment ici un opérateur qui va réfléchir à la transition de son lieu, salle ou festival, va pouvoir venir trouver une aide pérenne et aussi cette aide exceptionnelle au CNM, mais justement se dire, je vais aller aussi croiser sur les expertises CRAMIF que je vais pouvoir aller solliciter, puisque grâce à cette réflexion, on aura croisé et mis en œuvre toute cette partie ressources et informations pour les porteurs de projets. Et puis aussi, financièrement, d'aller pouvoir se dire, tiens, je me suis fait aider sur ma typologie d'investissement ici, mais là, je découvre que peut-être je peux aller me faire aider un peu plus sur tout ce qui va toucher la qualité de vie et les conditions de travail. Donc dans ce rapport de préfiguration, on a concerté, on est toujours en concertation avec les professionnels, syndicats, fédérations, les services de l'État et les collectivités territoriales également. Je continue. Donc là, nos premières conclusions, donc je rappelle qu'on est sur une préfiguration et que peut-être tu préciseras les instances du CNM voteront définitivement ce dispositif fin décembre. Mais en tout cas, nous sommes partis sur une première évidence, c'est qu'on ne peut pas aider à l'investissement sur un grand plan ambitieux qui fasse levier dans la réflexion des lieux s'il n'y a pas eu au préalable un accompagnement sur les temps de diagnostic et d'expertise. On n'est pas sur un moment où on dit j'ai un achat à faire, je vais présenter une facture, aidez-moi. Et donc le premier volet de cette réflexion, c'est de se dire que ce temps de matière grise, déjà ce temps et cette recherche d'expertise interne ou externe doit être aidé au préalable. Je me permets juste, parce que je me rends compte qu'on n'a pas donné de chiffres, que vous voyez un peu la différence entre l'aide pérenne et ce plan. C'est-à-dire que l'aide pérenne, on est plutôt sur des moyennes de budget annuel entre 5 et 6 millions d'euros, ce qui, quand on sait qu'on aide en moyenne 10 nouveaux lieux par an, par exemple, en plus de tous les aides à l'équipement pour des lieux préexistants et pas grand-chose, hein. Là où sur le plan dont vous parle Mylène, on serait plutôt sur une somme supérieure à 30 millions d'euros. Donc on n'est pas sur les mêmes enjeux en fait. Et sur les montants d'aide dans l'aide pérenne, ça va de combien à combien à peu près ? Non, je t'en prie. De mémoire, c'est entre 15 et 30 Ça dépend, en fait, la moyenne d'aide. Ça dépend si on est sur l'équipement. 1000 euros, Ou, pardon. sur 15 la et 30. création, c'est-à-dire que sur la création, on peut aller jusqu'à 200 000 euros pour un lieu, pour l'ouverture d'un lieu. Donc par exemple, là je regardais, on a aidé des ouvertures de lieux comme le hangar, qui sont des petits lieux de 150 de jauge en Poitou-Charentes. On a aidé un tiers-lieu à Mâcon. Enfin voilà, on aide en création de lieu, on est jusqu'à 200 000 dans la moyenne, dans la limite de 30% des dépenses éligibles. Et je rappelle, sur les créations de lieux, on est vraiment sur tout l'équipement scénique et technique. Et après, sur les équipements, c'est un peu plus petit.
c'est-à-dire que on est en dessous, on est entre 16 et 25, c'est ça à peu près? Moi, je crois que c'est ça. Oui, oui. Je te redonne la parole, Mylène, si tu veux. Et aujourd'hui, on peut avoir la même échelle pour l'aide qui est en préfiguration. On sait au moins sur cette première phase de diagnostic dont vous nous parliez à l'instant. Bah là, ce qu'on aimerait, c'est plus que doubler les opérateurs qui pourraient venir faire ce temps de diagnostic multifactoriel. Donc, on espère avoir au moins 250 lieux qui viennent sur ce ma temps-là. question, c'était plus le montant alloué, pardon. Ça dépend du diagnostic, en fait. Et ça peut aller de combien à combien? C'est justement tout l'intérêt, et merci, parce que moi je découvrais le soutien potentiel de la CRAMIF à l'accompagnement d'un entrepreneur qui aurait besoin d'un diagnostic. C'est aussi tout le travail que Mylène nous a permis de faire, c'est-à-dire d'identifier tous les endroits où il y avait du diagnostic potentiel qui n'avait pas à être pris nouvellement en charge par le CNM, parce qu'il y avait déjà des diagnostics qui existaient, je pense à l'ADEME, je pense à... Enfin voilà. Et donc c'est difficile de répondre à cette question parce que tout va dépendre des diagnostics identifiés comme étant nécessaires au projet de transition du lieu et des diagnostics pour lesquels il y aurait déjà eu possiblement des aides. Donc ça peut... Enfin, on s'est dit entre 5 et 30, quoi. Enfin voilà, mais après... 1000 euros. Oui, 30 000 euros. Oui, depuis la crise, moi, je dis plus que Elle les dit plus dizaines. les milliers. Et donc, pour revenir sur le sujet de la qualité de vie et des conditions de travail, dans les experts qu'on a concertés, on avait effectivement identifié ces aides, qui sont des aides à l'investissement, clairement. Et puis aussi, on a vraiment remis... donc, je répète que c'est un texte qui doit être voté en décembre. Donc là, je vous parle du travail, mais fin décembre, vous verrez sur le site du CNM ce qui est entériné. Bon, ça, je pense que c'est évident que ça sera entériné. C'est qu'on a remis en haut de la pile, directement dans les critères d'éligibilité et pas forcément d'appréciation, la notion de document unique et aussi l'impact que mon projet d'investissement, mon projet de transition de lieu, quel impact il aura sur mon document unique et de... un des conditionnements de l'aide et se dire est-ce que j'ai mis en perspective d'avoir une vision systémique, de se dire voilà mon projet d'investissement, quel impact il a sur le DURP, qu'est-ce que ça change, est-ce que je l'ai réfléchi, etc. Et pour dézoomer encore plus ce sujet, notre objectif c'est de se dire qu'un investissement aidé par l'établissement public dans le cadre de cette enveloppe doit avoir une mesure de ses impacts. Donc là on a parlé conditions de travail, mais évidemment, l'impact environnemental, l'impact économique et l'impact social peut-être dans lequel on peut ranger ça. C'est-à-dire mon projet d'investissement, finalement, ce qu'on se dit, c'est on souhaite aider les projets d'investissement qui auront une valeur d'impact la plus forte de décarbonation, d'économie et d'amélioration des conditions de travail. Donc, on ne va pas avoir tous les curseurs au même niveau, mais en tout cas, que les projets soient réfléchis et ça nécessitait ce temps préalable d'expertise que, en général, on a du mal à prendre parce que temps et compétences. Donc voilà. Quand on a préparé la table ronde, que vous m'exposiez ces éléments, je disais si vous cherchez l'endroit où il y a le plus d'impact, ça veut dire que les petites entreprises, les toutes petites salles sont disqualifiées. Mais un projet d'investissement d'une toute petite entreprise ou d'une toute petite salle peut avoir un fort impact. Tout à fait, donc c'est donc vraiment ouvert, très largement ouvert. Un des éléments essentiels, je crois, que je relevais, c'était, vous me disiez aussi que c'était l'entreprise en fait qui définissait sa stratégie. Et que le rôle de la commission et le rôle des équipes du CNM, elles se positionnent comment par rapport à ça ? En fait, c'est vrai que là, on a réfléchi plutôt en termes de méthodologie, en se disant, on aurait pu dire, voilà, l'objet principal de l'investissement qui va être aidé dans ce plan, c'est celui-ci. Et comme avait commencé à le dire Marie tout à l'heure, si on est vraiment dans l'actu, on va parler d'énergie aujourd'hui. Mais si on s'en était parlé il y a 1 an, on aurait parlé de sanitaire, et puis il y a 3 ans, de sécurité. Et dans 2 ans, on ne sait pas de quoi on va parler. Donc, l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on met énergie maintenant alors qu'on aurait mis sanitaire l'année dernière ? Ou est-ce qu'au contraire, un peu cette vision systémique, et c'est pour ça qu'on le rebaptise aide à la transition
du lieu plutôt que aide à l'investissement, c'était vraiment pour avoir cette donnée et cette vision plus large. Donc l'idée, c'est d'aider un investissement dans ses objectifs plutôt que dans son objet. Et l'idée de pouvoir accompagner cette méthodologie, c'est simplement de se dire, oui, l'opérateur, il est acteur de sa transition. Et donc, il fait son bilan. Il dit, voilà, moi, j'ai 3 sujets là en ce moment. Chez moi, c'est l'acoustique, le thermique et je sais pas quoi, l'accessibilité. Je pars sur ces sujets-là, je les expertise, je monte un plan pluriannuel d'investissement. Mais chez le voisin, ça pourrait être complètement autre chose parce que ce sera un lieu plutôt patrimonial ou plutôt un lieu extérieur. Et donc, l'idée, c'était de se dire, je définis mon point A pour aller vers ma transition du point B. Donc c'est vraiment plutôt quel est l'objectif de l'investissement plutôt que l'objet en lui-même, qui, on l'a vu dans la concertation, entre les salles et les festivals, entre les salles entre elles et les festivals entre eux, il y a parfois des problématiques qui se recoupent, mais en tout cas les priorités sont toujours très différentes. J'avais une question d'un seul coup qui m'échappe. Oui, ça y est, pardon. Ça, donc, c'est notre phase 1. Qu'est-ce qui se passe après la phase 1 ? Donc la phase 1, c'est un temps de diagnostic et d'expertise qui amène à un plan d'action. Ce plan d'action peut apporter des notions de projet d'investissement, mais ça peut être aussi des fois réorganiser ou changer de prestataire, etc. Donc la phase 1 ne conditionne pas l'aide à la phase 2. La phase 2, c'est l'aide à l'investissement en tant que tel. Et donc là, on est toujours en train de rédiger cette phase-là dans ses montants et ses pourcentages. Pour autant, c'est une phase qui nécessitera, ce que je vous expliquais avant, de s'inscrire dans un projet global de transition. Donc les montants d'investissement, on les souhaite plutôt ambitieux. Pas les montants, les objectifs, les impacts que les investissements auront doivent faire levier, doivent être ambitieux. C'est une enveloppe qui a un début et une fin. Donc on va dire les lauréats de ces aides doivent vraiment apporter un levier dans les investissements et la transition de leur lieu. Et donc ça nécessite d'avoir déjà fait des expertises ou des diagnostics. Donc soit ils auront été aidés en phase 1, mais on a rencontré des tas d'opérateurs dans des lieux, dans des festivals qui sont déjà mûrs, qui ont déjà fait leurs expertises, soit en compétences internes, soit en allant chercher des bureaux d'études ou autres experts, et qui sont tout à fait prêts aujourd'hui à aller solliciter des aides à l'investissement sur des logiques de transition avec un impact clair sur l'environnement, l'économique et le social. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette nouvelle aide du CNM ? Une question de calendrier peut-être. À partir de quand on peut imaginer que la phase 1 sera sollicitable ? Alors, contrairement à toutes les aides d'urgence que je mentionnais, là, on a décidé, pour faire les choses très bien, de prendre notre temps. Et pour aussi permettre aux lieux qui seraient accompagnés de prendre également leur temps sur la question des diagnostics et sur la question de la constitution du dossier. On a un système d'instance décisionnaire un peu lourd au CNM, mais c'est un établissement public et c'est une garantie de bonne gestion de l'argent public, donc c'est une bonne nouvelle. On a une instance qui va valider la phase 1 a priori là dans les premiers jours de décembre. On devrait être en capacité de mettre en ligne les premiers dossiers de demande pour la phase diagnostique, je parle, courant janvier ou début février, pour possiblement une première commission au mois de fin mars, début avril. Sachant que l'idée, c'est de pouvoir conserver en 2023 2 endroits de dépôt de dossier pour les diagnostics et de parallèlement pouvoir commencer la phase 2, sachant que là, la phase 2, on a besoin d'une continuité de concertation. Et donc la première la première fois où on lancerait la phase 2, je pense que ce serait plutôt juin-juillet, toujours par rapport aux instances. Voilà, et l'idée de la phase 2, bien évidemment, c'est de nous laisser encore un peu de temps pour essayer de voir de quelle manière on pourrait articuler le dispositif, notamment
avec soit les collectivités territoriales, soit la BPI. Évidemment, on a en point de mire France Relance 2030. Quand on voit ce que le CNC a réussi à faire avec la fabrique de l'image, je ne sais pas si vous connaissez le dispositif, je vous conseille d'aller jeter un tout petit œil sur le sujet. En gros, ils ont réussi sur le budget France Relance 2030 à avoir 400 millions d'euros pour des studios de cinéma et quelques entreprises de formation. C'est 400 millions d'euros pour une centaine de projets soutenus, en fait. On en parlait ce matin dans la table ronde relative à l'attractivité. On disait que par rapport au cinéma, il y avait peut-être du boulot qu'il fallait qu'on fasse. Ouais. Sachant que quand on regarde pour le coup économiquement le poids du secteur, et pour le coup il ne s'agit absolument pas de faire une guerre parce que ça n'est pas l'objet, mais quand on regarde le poids du secteur de la musique et des variétés, et je ne suis pas sûre que justement les opérateurs techniques soient comptabilisés dans ce calcul, je ne crois pas d'ailleurs, on est supérieur au cinéma. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai sujet là-dessus dont on devrait s'emparer vraiment collectivement, mais on n'a pas des acteurs, on n'a pas. Enfin, je trouve que sur les artistes musicaux ou de variété, on aurait besoin d'ambassadeurs que le cinéma trouve beaucoup plus facilement. Enfin, je pense qu'il y a d'autres enjeux, mais celui-là en est un, je pense. Mais là, je suis partie totalement ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant cette aide ? Non. Alors je vais me tourner vers Christophe Debré pour poser les mêmes questions indiscrètes posées au CNM, à savoir sur cette aide aux PME. Comment on la sollicite, quels sont les plafonds, c'est quoi les critères, comment on la capte cette aide? Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on avait un maillage territorial sur l'Île-de-France. Donc, en fonction du lieu où vous vous trouvez, imaginons que votre salle se trouve à Vitry-sur-Seine, j'en sais rien. Donc, votre lieu de rattachement va être l'antenne du 94. Donc, en fait, il faut s'adresser en première intention à l'antenne du 94 en disant, voilà, moi j'ai un projet chez moi, ou alors j'ai identifié une problématique en lien avec les conditions de travail et la santé des salariés. Et je voudrais un conseil, je voudrais être accompagné, je voudrais qu'on en discute. Donc en fonction d'où vous vous trouvez, mon collègue va prendre rendez-vous avec le chef d'établissement et va venir vous rencontrer. On met un point d'honneur à aller dans les lieux parce qu'on sait que parfois, contre la demande qui nous est adressée et ce que ça cache derrière, il peut y avoir des écarts. Tout simplement, parfois, on nous fait intervenir en première intention sur les problématiques de bruit et en fait, en creusant un peu, on se rend compte que c'est les problématiques de risques psychosociaux qui sont derrière. Donc c'est important aussi, nous, d'être en prise avec le terrain et de pouvoir éventuellement s'y rencontrer les salariés, des représentants du personnel s'il y en a, pour prendre un petit peu l'air du temps, quoi. Donc on se déplacera toujours dans vos lieux, puis on échangera, donc on regardera avec vous où se trouve la problématique, quelles sont vos attentes, quels sont vos objectifs, et on vous aidera à construire votre demande, votre projet. Et on vous aidera aussi peut-être, sûrement d'ailleurs, on vous amènera de la connaissance. Alors, pour parler de la CRAMIF encore, nous, on dispose d'un certain nombre de ressources en interne, qui sont notamment des centres de mesure physique, qui sont des personnes qui sont compétentes sur des questions en lien avec l'éclairage, la ventilation, les vibrations, les rayonnements, et j'en passe. On a aussi des laboratoires éventuellement de toxicologie ou de risque biologique qui peuvent à un moment aussi factualiser une problématique en lien avec les risques chimiques notamment. Donc ça c'est pour la partie en fait très technique. Si on se rend compte que, tout à l'heure ma voisine parlait de documents uniques, si on se rend compte qu'il y a aussi des problématiques dans la gestion ou dans la conduite de la prévention, on pourra peut-être amener à dire à votre chef d'entreprise, ça serait peut-être bien de vous muscler un petit peu sur vos connaissances en prévention des risques. Donc pour ça, nous aussi, on a tout un service de formation qui propose à la fois des formations méthodologiques, comment faire son document unique, comment évaluer un risque, comment analyser un accident du travail, par exemple, ou alors qui va avoir des entrées par risque, un chef d'entreprise qui dit tiens, moi, je ne comprends pas, tous mes techniciens, ils ont mal au dos, qu'est-ce que je peux faire? On va peut-être lui préconiser de se former et d'acquérir un peu de compétences sur les troubles musculo-squelettiques, par exemple. Donc on a un service formation pour ça qui peut accompagner les chefs d'entreprise et leurs salariés là-dessus. Le gros avantage de ce service formation, c'est qu'il est gratuit parce qu'il est déjà payé en fait au travers, les formations sont déjà payées au travers des cotisations accident de travail maladie professionnelle. Donc c'est pas de l'argent à débourser pour l'établissement.
Et puis on s'appuie quand même aussi, en plus de ces deux aides techniques, on s'appuie aussi sur un organisme qui est assez connu et assez réputé, je crois, qui est l'Institut national de recherche et de sécurité, l'INRS, qui est un petit peu la tête pensante de notre réseau, qui fait de la recherche et qui développe de la connaissance sur les risques. Donc ça pour la partie technique. Après, une fois qu'on s'est mis d'accord sur l'objectif à atteindre, je vous l'ai dit, ça va être un accompagnement de montage de dossier. Parce que pour bénéficier d'une aide financière, il va falloir monter un moment un dossier. Donc on va se mettre d'accord sur quels sont les objectifs à atteindre en termes de prévention. Ça rejoint un petit peu tout à l'heure ce que disent ma collègue. On va se fixer des objectifs et on va les mettre par écrit de manière à s'assurer que ce qu'on s'était fixé comme objectif, une fois que le produit final va être livré, qu'on a bien rempli, en fait, qu'on a bien atteint l'objectif qui était initialement imaginé. Parce que là encore, quand on définit les objectifs, nous en termes de ventilation par exemple, quand la réalisation de l'équipement est faite, qu'elle est en place, on va venir vérifier à réception que ce qui avait été annoncé et demandé par le fournisseur est bien en place. Donc c'est aussi une garantie pour la personne, pour le chef d'entreprise qui fait des investissements, qu'au final, il aura bien la qualité attendue pour le montant qu'il a payé, quoi. Et ça nous semble hyper important parce que là aussi, c'est de l'argent qu'on ne souhaite pas gaspiller, donc on est attentif à ça. Et puis aussi, là on est très, très orienté sur la technique, mais on pourrait imaginer aussi des accompagnements un petit peu plus globaux. Donc on pourrait imaginer une intervention d'un ergonome, par exemple, dans un lieu. On pourrait imaginer, pourquoi pas, un audit sur les risques psychosociaux. On pourrait imaginer un certain nombre de choses. C'est des dispositifs qui sont dans lesquels, alors même si on a des priorités et qu'il faut s'inscrire dans ces priorités, néanmoins on a une certaine souplesse finalement pour accompagner les établissements. Et on a toujours, en tous les cas, quelle que soit la demande, on essaye toujours d'avoir une approche un peu systémique. Et même si on nous dit venez voir par là, c'est là que le problème se pose ou c'est là que ma problématique est, on va toujours essayer nous d'élargir le champ et de rebalayer un petit peu les conditions de travail dans leur ensemble. Et même question qu'aux collègues, le montant de l'aide ? Alors, aujourd'hui, les aides qui sont à ma disposition et que je peux dont je peux faire bénéficier les établissements sont de l'ordre de 25 000 € par projet. Sachant que nous, sur un projet, on va être sur des financements de montants hors taxes qui vont s'échelonner entre 20 et 40% pour l'achat de matériel, et ça pourra aller jusqu'à 70% pour des prestations un petit peu plus intellectuelles, type ergonome ou audit ou des choses comme ça, quoi. Est-ce qu'il y a des questions ? Toujours pas ? Oui, une question là-bas. Alors, il faut... Mais je vais rappeler la question pour l'enregistrement. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Alors, je voulais juste savoir auprès de qui on pouvait faire, qui pouvait faire la demande. C'est-à-dire que là, moi, j'entends qu'on peut être une salle, un festival potentiellement, mais est-ce que si on est juste une entreprise avec des salariés, ça marche aussi ? Alors, il faut être un ERP pour recevoir. Non. Qui peut demander cette aide ? Moi, mon métier, c'est d'assurer les salariés sur le risque. Donc moi, mon interlocuteur privilégié et en première intention, c'est l'employeur. Donc moi, c'est l'employeur qui a des salariés, qui veut développer des solutions pour garantir, pour atteindre aussi ses objectifs. Rappelons qu'il a des objectifs qui pèsent sur lui en termes de santé et de sécurité, l'employeur. Donc aussi pour l'accompagner dans l'atteinte de ces objectifs-là, nous, on va l'accompagner lui. Donc c'est lui qui fait sa demande, c'est lui qui va être mon interlocuteur dans le montage du dossier, et c'est vraiment avec lui qu'on va définir ensemble quels sont les objectifs qu'on souhaite atteindre pour son entreprise et donc pour ses salariés. Vous croulez sous les demandes, j'imagine. Le spectacle vivant est en bas des immeubles de la Cramif. On veut des aides. On a beaucoup de demandes, mais pas émanant de votre secteur d'activité. Clairement pas. On est surpris. On est terriblement surpris. Vous l'expliquez comment ? Alors je l'explique principalement. Enfin, j'ai deux pistes, mais je suis pas sûr que ce soit uniquement celle-là qui soit en jeu. D'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est un organisme de contrôle, donc le contrôle fait peur, et on sait que dans votre métier en particulier, vous aimez bien travailler caché. Même si vous travaillez dans la lumière, en fait, il y a toute une partie de vos métiers que vous n'aimez pas exposer à la lumière. Donc c'est un peu historique, c'est vivons cachés, vivons heureux. On travaille dans le secteur de l'art. On n'est pas comme les autres.
On l'entend souvent, hein, à votre contact, on n'est pas comme les autres. Donc finalement, ce qui s'applique dans les autres entreprises ne peut pas s'appliquer chez nous. On est trop différents, on est trop atypique. Donc ça, c'est une première partie d'explication. Et une autre partie d'explication, là, je vais volontiers nous mettre, nous, en défaut, c'est qu'on n'est certainement pas assez connus vis-à-vis de vos structures. On est aujourd'hui, l'assurance maladie n'est pas identifiée comme étant potentiellement un organisme qu'on peut solliciter pour avoir de l'accompagnement, de l'expertise technique et éventuellement aussi des subventions. Et Mylène et Marie, lorsqu'on a préparé la table ronde, la question aussi s'est posée. Pour le compte, on ne peut pas dire que le CNM souffre d'un déficit de connaissance du secteur. Et pourtant, vous aviez le même type de réponse en disant on ne s'attend pas nécessairement à crouler sous les demandes. Alors, sur l'aide à l'équipement ou l'aide à la création de lieux, on ne croule pas, mais on a beaucoup de demandes. D'ailleurs, on peut même s'interroger sur la nécessité de voir naître autant de nouveaux lieux chaque année, mais ça, je vous laisse. En revanche, sur la question de l'équipement, et notamment sur le millefeuille de législation et donc de mise en norme nécessaire pour les salles, il semble logique en fait qu'on ait pas mal de demandes. En revanche, pour le plan lieu tel qu'on l'a préfiguré et réfléchi, et surtout en nous basant sur notre expérience des dernières années sur quand on monte un fonds envers un métier, on sait qu'on touche possiblement 20 à 25% des personnes qu'on identifie comme pouvant venir chercher cet argent. Parce que c'est des dossiers compliqués, parce que même si nous ne sommes pas contrôleurs, nous percevons une taxe. Et il y a quand même un lien avec... ils nous aident, mais ça reste la police. Enfin, je caricature, mais c'est un petit peu comme les notions de crédit d'impôt. Hein. Alors, le crédit d'impôt spectacle vivant, où certains ne vont pas de peur du contrôle fiscal. Je pense qu'il y a ce lien-là. Et puis, surtout, les acteurs sortent de 3 années terribles. Et beaucoup nous disent, nous, on a envie de bosser, et franchement, les subs, c'est bon, quoi. Il y a un côté ras-le-bol comme ça. Donc, quand nous, on a préfiguré notre nouveau dispositif, quand on dit on envisage entre 250 et 500 aides au diagnostic, on pense qu'on est juste. Surtout qu'on va tout envoyer à la CRAMIF. Donc, ça va. Je peux rajouter un petit mot. Là, on a parlé des aides qui sont, en tout cas, j'ai parlé des aides de mon organisme qui sont, entre guillemets, positives pour les établissements. Je voudrais quand même rajouter un petit point qui, effectivement, et là, ça rejoint ma mission de contrôle. On pourrait être amené, alors certes, vous l'aurez compris, qu'on ne passe pas notre temps dans les salles de spectacle, c'est loin d'être notre priorité. Néanmoins, pour tous les lieux dans lesquels qu'on pourrait être amené à visiter, et si on constatait des risques particuliers, on pourrait aussi avoir le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'on pourrait être amené à vous imposer aussi de mettre en place des choses. C'est-à-dire que si on constate des risques particuliers, on pourrait être amené à demander à l'employeur, ce qu'on appelle chez nous, ce qui est un petit peu notre formulation, de mettre en place toute mesure justifiée de prévention. Et là, c'est à notre libre appréciation, et on peut être plus demandeur, plus exigeant que ce que dit le Code du travail. Donc moi, si je vous dis, par exemple, sur un plateau, je ne veux plus voir un seul escabeau, je peux tout à fait, sur la base de Code de la sécurité sociale, vous écrire ça par lettre recommandée à un employeur. Et je peux tout à fait, éventuellement, si je constate qu'il y a un certain nombre de risques chimiques ou autres, ou des risques psychosociaux, je peux être amené à lui fixer un délai précis et lui demander que dans ce délai imparti, il mette en place un certain nombre de mesures pour supprimer ou réduire le risque. À l'issue du délai que j'ai fixé, je pourrais être amené à repasser mon établissement, et si je constate que les risques mentionnés perdurent ou se sont développés, je pourrais être amené à présenter son dossier devant les partenaires sociaux. Nous sommes un organisme de sécurité sociale, donc nous rendons compte aux partenaires sociaux, et je pourrais être amené donc à présenter son dossier en demandant aux partenaires sociaux, au vu des risques que j'ai constatés, de se prononcer sur un vote éventuel d'une augmentation du taux de cotisation, qui pourrait graduellement monter jusqu'à 200%. Donc autant les aides, et c'est évidemment, j'espère que je me serai fait comprendre dans ce sens-là, on est toujours en première intention dans de l'accompagnement, de l'expertise et du soutien aux établissements, mais néanmoins ça fait aussi partie de nos missions qu'à un moment d'aller dans les endroits si on constate qu'il y a des accidents répétés, répétitifs et graves.
Donc potentiellement, ça pourrait aussi amener, pour des raisons moins drôles, à vous rendre aussi visite si on constatait que la sinistralité explosait dans votre secteur. Et Christophe, vous disiez très justement que la prévention, ça s'inscrit dans une démarche globale au sein de l'entreprise et que sur les plateaux, vous y êtes pas souvent invité, quoi. On n'aime pas bien nous voir sur les plateaux. Pourtant, moi je pense qu'il y aura vraiment un tas de choses à faire. Mais oui, autant on tolère notre présence dans les locaux techniques. Oui, une menuiserie, allez voir, vous allez voir, il y a des choses à faire. Un atelier décor, allez voir. Autant dès qu'il s'agit de mettre les pieds sur le plateau, de parler à risque de chute de hauteur, de monter sur le grill, alors là, effectivement, on sent qu'il y a des réticences et de tout le monde, hein, des artistes, des techniciens. On sent que c'est un petit peu une chasse gardée que là. Mais petit à petit, en expliquant pourquoi on vient, ce qu'on peut apporter, on arrive à faire des choses. Et puis moi, à bien des égards, en fait, je considère souvent votre activité assez proche de l'activité du BTP. On est sur une multiplicité de métiers. Hein, on a des techniciens son lumière, des électros, on a un certain nombre de métiers qui doivent dans un temps très court réaliser des prestations. Donc on a aussi des problématiques de coactivité bien souvent. Donc à plein d'égards, on a des problématiques de risque de chute de hauteur important. À plein d'égards, en fait, on retrouve des similitudes avec des métiers qui, eux, ont eu une accident, et pour certains ont encore une accidentologie importante, et qui ont bien compris qu'il fallait qu'ils réfléchissent à leurs conditions de travail et aux risques du métier, quoi. Et je pense que ça, c'est aussi, même si évidemment vous avez commencé, mais je pense que c'est ce qui attend votre profession, enfin c'est ce vers quoi votre profession va devoir aller réfléchir à maintenant, comment on travaille, pourquoi on travaille comme ça, et est-ce qu'on saurait travailler autrement pour le bénéfice bien sûr du spectacle, in fine, mais aussi pour la santé des salariés qui montent ce spectacle. J'allais dire, on va arriver au bout de notre heure, donc on va prendre les questions. C'est pas vraiment une question, c'est peut-être une petite observation. C'est vrai qu'on peut le comparer au BTP, mais il y a quand même le 20h30, enfin le lever de rideau. Et ça, on a tous vu des chantiers qui ne sont pas livrés en temps et en heure et qui sont repoussés, sans cesse repoussés. Par contre, la pression, et d'ailleurs c'est un facteur de risque psychosocial peut-être aussi. Donc c'est une première remarque. Et puis la deuxième remarque, c'est aussi... quand on parle d'atelier de décor, par exemple, il y a quand même parfois un énorme écart entre s'équiper, conformément à ce que exige la réglementation pour être en totale sécurité, et puis l'utilisation réelle que l'on en a. Hein. On a parfois une utilisation très épisodique. Hein. On n'est pas quelque chose qui produit dans l'industrie, ou quand par exemple on fait un équipement de travail pour même... une boulangerie où ça va servir tout le temps, sans cesse. Là, on est vraiment sur des choses épisodiques. Et puis, du coup, le rapport investissement, parce que malgré l'aide, l'aide, je crois qu'elle est plafonnée aussi à un certain pourcentage, c'est-à-dire qu'elle ne va pas au-delà du plafond de 25 000, mais des fois, on est dans des équipements qui coûtent parfois 300, 400, 500 000 euros pour la mise aux normes d'un système de ventilation, d'un atelier de construction. Donc, c'est pas anodin. Et pour des structures qui sont parfois à des économies quand même assez fragile, parce que petit effectif, d'où le recours à l'intermittence, par exemple, quoi. Voilà, c'est deux petites remarques. Et puis sur le plateau, vous parliez du plateau, là aussi, moi je défends, le plateau est un lieu de travail. C'est pas, il y a eu effectivement un travers dans le secteur d'activité de se concentrer sur l'ERP, alors que oui, il faut le rappeler, tout ERP est avant tout un équipement un établissement qui reçoit des travailleurs. Et donc là, oui, il y a la spécificité. On ne peut pas mettre un garde-corps en devant de scène en représentation, du moins. En montage, démontage, déjà, on pourrait faire un effort. Et puis pareil, sur l'accroche au-dessus des personnes. Donc il y a des particularités. Et puis quelque chose de très essentiel, c'est que certes, on peut comparer les métiers, mais par contre, il y a bien des situations de travail en création qui, par nature, puisqu'on est en train de créer, eh bien, on ne peut pas avoir observé au préalable quelque chose, une idée de mise en scène, par exemple, qui va être toute neuve. Bon, alors c'était des réflexions. Et pour vous, c'est une des raisons, vous êtes d'accord avec nos intervenants, c'est-à-dire que c'est une des raisons pour laquelle, pour le compte, on n'associe pas les acteurs de la prévention à ces temps spécifiques ?
Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment une méconnaissance, parce que bon, je me suis pas présenté, mais je suis Thierry Malvoisin et je travaille au CFPTS à Bagnolet. Donc on travaille depuis des années avec la CRAMIF. On a eu des aides. Enfin bon, voilà. Donc, mais là, bon, on n'est pas une salle de spectacle non plus. On est un centre de formation. Donc c'est pas tout à fait pareil. Mais je le vois bien quand on discute avec les apprenants, c'est vrai qu'ils découvrent à chaque fois les aides qu'on présente, hein, parce que bon, ça fait partie du cursus qu'on fait des formations en prévention des risques, on évoque les acteurs internes externes, donc ils découvrent le rôle de la CRAMIF. Ils ne connaissent pas du tout ce rôle incitatif sur la prévention des risques. Moi, je suis globalement d'accord avec tout ce qui a été dit. Effectivement, vous avez des particularités, mais le BTP a les siennes aussi. Et je vous assure qu'en ce moment, par exemple, la perspective des Jeux Olympiques pour un certain nombre d'entreprises du BTP, c'est aussi leur levée de rideau à elles, quoi, hein. Donc c'est aussi, vous voyez, là, en ce moment, ça se bagarre sec sur la place de Paris pour être à l'heure, quoi. Donc oui, il y a des spécificités liées au secteur d'activité, mais pour moi, en fait, dans une démarche globale, il faut les intégrer comme étant, pour utiliser un peu un langage d'ergonome, c'est des composantes qu'il faut intégrer dans la réflexion, mais c'est pas parce que ces composantes existent qu'elles doivent être que de fait, en fait, elles empêchent la réflexion ou elles empêchent d'avancer. Ce sont des déterminants, comme dirait un ergonome, qu'il faut prendre en compte, qu'il faut intégrer dans la réflexion globale. Mais pour autant, ce qui s'impose à vous, ces données-là qui s'imposent à vous, doivent être prises en compte parce qu'effectivement, c'est des données à prendre en compte. Mais pour autant, est-ce qu'elles sont limitatives et est-ce qu'elles doivent interdire d'avancer et de progresser? Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, moi, pareil, c'est plutôt une observation qu'une question sur la question des biais, justement, ce qui fait que nous, acteurs du spectacle vivant, nous ne tournons pas forcément vers vos organismes. C'est aussi la question des porteurs de projets, en fait. On se retrouve avec des populations intermittentes qui ne sont pas là à l'année, qui sont donc nécessairement moins impliquées sur ces questions de prévention des risques, de sécurité. D'un autre côté, des directions techniques dont le métier n'est pas tant de monter des dossiers de subvention et d'aller gérer toute cette partie administrative, qui est souvent dévolue à des administratifs qui, à l'inverse, ne connaissent pas ces questions de prévention des risques. Donc, il y a la question des porteurs de projets. C'est là que je trouve les deux dispositifs que vous avez en commun, c'est-à-dire de l'accompagnement sur le phasage 1, très intéressant. Et j'aurais voulu savoir comment ils se manifestaient concrètement. Est-ce que vous redirigez vers des prestataires de services qui sont là pour apporter du conseil? Est-ce que vous formez directement les équipes? Comment ça se passe de manière très concrète? Alors, en fait, c'est l'autre volet du plan qui n'est pas qu'un plan de financement, qui est aussi la volonté, c'est de mettre en avant notamment des prestataires, des formateurs vers lesquels nos porteurs de projets pourraient se tourner. Donc, on a un vrai sujet, en fait, de temps de travail et de cerveau disponible au CNM et on ne peut pas juste envoyer les gens vers 3 formations parce qu'on est un établissement public et on ne peut pas choisir 3 parmi 100, mais on est justement en train de réfléchir avec nos différentes équipes métiers dédiées à différents sujets sur ces questions-là. Je pense qu'on va notamment sur la question de la prévention des risques plutôt se rapprocher des opérateurs qui ont plus d'infos que nous. On est innovation, transition éco, captation vidéo, on sait. Il y a d'autres sujets sur lesquels on a moins de compétences dans nos équipes. Donc pour le coup, c'est aussi un compagnonnage et un travail avec tout ce qui peut exister. Et derrière nous, on a aussi des formations dans lesquelles ces questions sont prises en compte, mais pas suffisamment. J'interviens demain sur la journée Agissons, notamment sur comment la question de la gestion sonore et finalement, enfin, on en revient aussi à la prévention des risques, est prise en compte dans les formations du CNM. Et on voit, à part, il y a une formation dédiée, on essaye d'en parler, on le met dans nos plans, mais nos formateurs eux-mêmes ne sont pas forcément au point sur ces questions-là. Donc, c'est des réflexions en cours. Donc, oui et non. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, il y a un point qui me semble extrêmement important et qui me semble être un axe pour le coup de progrès et de réflexion important, c'est le fait que là, vous avez bien une particularité, c'est que vous avez un fonctionnement à 3 têtes, quoi.
Oui, qui est une rareté, qui est pas le et cas. ça, je pense qu'effectivement, il y aurait des choses à imaginer sur le travail en commun de ces trois spécialistes-là, qui sont l'administratif, le technique et l'artistique, hein, qui a priori ont le même objectif final, hein, que de donner une représentation, mais on voit bien qu'ils ont chacun des missions et des intérêts, des objectifs différents. Donc ça, je pense que clairement, c'est quelque chose sur lequel il va falloir réfléchir, et comment articuler ces différents métiers-là pour qu'au final aussi ce soit plus fluide, et pour qu'au final aussi ces questions, notamment de risque professionnel, soient mieux maîtrisées, soient mieux partagées. Je pense que ça, effectivement, il y a un chantier à ouvrir. Et deuxième observation, je repasse le micro après, c'est... Dans ma structure, nous, on a bénéficié d'aide de la CARSAT, donc pas tellement éloigné. Et c'est vrai que se pose la question du matériel qui peut potentiellement être financé, faire l'objet de ces subventions. Comme effectivement, il n'y a pas nécessairement de spécialisation spectacle vivant, vous disiez, vous aviez un axe BTP, un autre industrie-service. On se retrouve à avoir du matériel qui pourrait rentrer dans les critères de ces subventions, qui n'est pas adapté à l'activité de spectacle vivant. Donc on entretenait un très bon dialogue avec la CARSAT, donc on a réussi à faire rentrer un nouvel équipement dans le champ du matériel finançable. Mais c'est vrai que ça fait aussi partie des leviers, c'est-à-dire que l'on sait que toutes les normes, et puis c'est très très normé, très 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 précis, et qu'on se retrouve parfois avec du matériel qui peut être satisfaisant pour d'autres secteurs d'activité, mais qui ne répond pas à un usage au plateau. Je vous l'ai dit, l'assurance maladie, c'est un organisme qui est paritaire, hein, dont les partenaires sociaux ont un rôle à jouer aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, les partenaires sociaux qui vous représentent ont aussi leur rôle à jouer pour aussi faire comprendre quelles sont vos spécificités, et notamment quand il y a des aides, j'en ai pas parlé parce qu'elles n'existent plus actuellement, mais quand il y a des aides spécifiques pour un secteur d'activité, ça peut arriver. C'est aussi à vos partenaires sociaux de monter un peu au créneau et d'expliquer en quoi vos besoins sont éventuellement un peu différents de telle ou telle autre activité, quoi. Donc là, il y a aussi, je pense, à vous structurer pour que les messages portent mieux et vous aident au final sur le terrain. On a explosé l'horloge, mais est-ce qu'il y a encore une intervention? C'est tout bon? Il nous reste à remercier les intervenants et puis à vous remercier aussi. Nous voilà donc prêts à aller faire la promotion des aides de la CRAMIF, la promotion des aides du CNM. Pour le compte, on cherche des leviers dans la plupart des tables rondes auxquelles nous étions invités aujourd'hui. Il y en a quelques-uns ici qui méritent qu'on s'y arrête un peu, sans doute. Merci à tous.